Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice extrêmement classique sur les fonctions, et en particulier le théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle aussi le théorème de bijection. Et donc on va voir que c'est un exercice extrêmement classique, dans le sens où on a une première partie où on étudie une fonction g, et on a une deuxième partie où on étudie une fonction f, qui va faire intervenir tout ce que l'on a vu dans la première partie, parce qu'on va voir qu'on va faire apparaître la fonction g dans la fonction f. Donc d'abord, on nous donne une fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x égale x plus 2 moins x ln de x. Et on nous demande tout d'abord les limites de g aux bornes de son ensemble de définition, c'est-à-dire en 0 ouvert et en plus l'infini. Alors déjà, on peut vérifier qu'elle est bien définie sur 0 plus l'infini, puisque x plus 2 c'est défini sur r, et ln de x c'est défini sur 0 ouvert plus l'infini, et donc par produit, somme et différence, la fonction g est bien définie sur 0 ouvert plus l'infini. Donc maintenant, on va faire les limites en 0 et en plus l'infini. Déjà, on va regarder, est-ce que c'est une forme déterminée ou pas. En 0, si on fait 0 plus 2, ça fait 2. Et ici, on a 0 fois ln de 0. Alors bien sûr, ln de 0, ça n'existe pas, mais la limite de ln en 0, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Mais on sait, d'après les croissances comparées, que la limite de x ln de x quand x tend vers 0 est égale à 0, parce que c'est le x qui l'emporte. Et comme le x tend vers 0, le tout tend vers 0. Et donc là, ce n'est plus une forme déterminée, puisque là, on a dit ça fait 2, et ici ça fait 0, 2 moins 0, ça fait 2. Donc maintenant, en termes de rédaction, on peut dire que la limite de x plus 2 quand x tend vers 0, alors sous-entendu 0 plus, parce qu'on est sur 0 vers plus l'infini, est égale à 2. La limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus, donc ça c'est égal à 0 par croissance comparée, donc ça par contre, il faut bien le justifier. Parce que ici c'est une forme indéterminée, mais on a du coup le x qui l'emporte par rapport au ln, et donc par croissance comparée, c'est le x qui l'emporte. Et donc après, on peut dire par différence, puisqu'on fait l'un moins l'autre, par différence, la limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égale à 2. On fait 2 moins 0, et 2 moins 0, ça fait 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en plus l'infini? En plus l'infini plus 2, ça fait plus l'infini. Là, ça fait moins l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Et plus l'infini moins l'infini, par contre, c'est une forme indéterminée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est d'abord factoriser par x, parce qu'on va voir qu'on va lever l'indéterminé en factorisant par x. Donc si je dis que g de x est égal à x facteur 2, donc là le x, ça me donne 1. Le moins x ln de x, ça me donne moins ln de x. Et attention, le 2, lui, on le laisse, parce qu'on a vu que c'était pas lui qui m'embêtait. Parce que le plus l'infini moins l'infini, c'est le x et le moins x ln de x. Donc comme le plus 2 ne m'embête pas, bah lui, je le laisse à côté. Maintenant, si je recommence, ça tend vers plus l'infini. Là, ça me fait 1 moins plus l'infini, ça fait moins l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, et moins l'infini plus 2, moins l'infini. Donc maintenant, je peux rédiger. La limite de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. La limite de 1 moins ln de x quand x tend vers plus l'infini, donc ça on a vu que ln de x ça fait plus l'infini, avec le moins ça fait moins l'infini, plus 1 ça fait toujours moins l'infini. Donc ça fait moins l'infini, et donc du coup par produit, parce que ici je fais l'un fois l'autre, la limite de x fois 1 moins ln de x en plus l'infini est égale à, alors plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Je le mets en dessous. Et donc après, j'ai plus qu'à faire plus 2, et moins l'infini plus 2, ça fait moins l'infini. Donc la limite de g de x en plus l'infini est égale à moins l'infini. Donc ça, c'est pour les deux limites. Donc là, je vais juste le réécrire ici pour pouvoir effacer. Donc g, on a dit qu'il tend vers 2 en 0, et que g tend vers moins l'infini en plus l'infini. Ça, c'est juste au brouillon, c'est juste pour me le rappeler, vu que je vais effacer tout ça pour faire les questions suivantes. Et donc là, j'ai mes deux limites. Donc comme on le voit, pas de difficulté particulière. Ce sont des limites qui ici au début étaient indéterminées, mais en factorisant ou en utilisant les croissances comparées, on arrive facilement à se débrouiller. Maintenant, on nous demande les variations de g. Pour faire les variations, il faut faire la dérivée, donc calculer g'. Ici, je vais juste justifier à l'oral que g est bien dérivable, puisque x plus 2 c'est un polynôme, c'est dérivable. Le moins x ln de x aussi par produit, c'est dérivable sur 0 plus l'infini. Et donc, je peux écrire que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x est égal. Je dérive terme à terme, le x, je dérive, ça donne 1, plus 2, c'est une constante, ça donne 0.
Et moins x ln de x, c'est un produit. Alors du coup, je mets le moins en facteur et je vais dériver x ln de x. D'accord? C'est un u fois v. Et donc, le moins, je le mets en facteur du u fois v. Alors, ça fait u'v plus uv'. U', c'est la dérivée de x, c'est 1, fois v, qui est ln de x, donc ça c'est u'v, et plus uv', le u c'est x, et le v', la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ça c'est u'v plus uv'. J'écris pas le détail, parce que ici c'est classique, et on l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Ensuite, je vais simplifier. Une fois ln de x, ça fait ln de x. X fois 1 sur x, ça fait 1. Et donc là, je vois que si je développe la parenthèse, ça me fait 1 moins ln de x moins 1, parce que le moins il est pour toute la parenthèse. 1 moins 1, ça fait 0. Et donc ça me donne moins ln de x. J'ai donc g' de x qui est égal à moins ln de x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de variation? Eh bien, on sait à ce moment-là que g' de x, donc qui vaut ln de x. Je sais que ln de x, je rappelle que si je trace ln de x, ça fait ça, c'est-à-dire que c'est négatif entre 0 et 1 et positif après, donc ça c'est la courbe de ln de x. Donc là, normalement, de 0 à 1, c'est positif, et après, c'est négatif, et après, c'est positif, sauf que là, attention, j'ai moins ln de x, donc c'est l'inverse, donc ça va être plus ici, et moins ici, et ça vaudra 0 en 1. Donc là, je fais directement, g', c'est évident, c'est comme le signe de ln de x, mais avec un moins. Donc ça, c'est ln de x, donc si je fais moins ln de x, ça va me donner quelque chose comme ça, et donc ce sera positif ici, et négatif après. Et donc, vu que j'ai le signe de g', je peux faire les variations de g, et donc je sais que g, quand g' est positif, c'est croissant, et quand g' est négatif, c'est décroissant. En 0, on a dit que ça tendait vers 2, donc là, ici, c'est 2. En plus l'infini, on a vu que ça tend vers moins l'infini, donc jusque-là, tout va bien. Et maintenant, j'ai juste qu'à calculer en 1 qu'est-ce que ça vaut. Je vais le calculer ici. Donc si je calcule g de 1, j'ai juste à remplacer ici le x par 1. 1 plus 2, ça me fait 3. Et ici, j'ai 1 fois ln de 1, sauf que ln de 1, ça fait 0. Donc moins 1 fois 0, ça fait 0. Et donc du coup, ça fait juste 3. Puisque ici, ln de 1 fait 0, et donc 1 plus 2, ça me donne 3. Donc ici, ça me donne 3, et donc c'est bien logique, puisque de 2, je monte jusqu'à 3 et je descends à moins l'infini. Si ici j'avais eu moins 4, par exemple, j'ai un petit problème parce que je ne peux pas partir de 2 et être croissant jusqu'à moins 4. Donc ça, c'est pour les variations. Le tableau de variation. Et ce tableau de variation va nous permettre de passer à la question suivante, qui est de montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est une question qui est très classique dans sa formulation. Dès qu'il y a marqué « montrer que l'équation machin égale 0 admet une unique solution sur tel intervalle », on sait qu'il va falloir utiliser le corollaire des valeurs intermédiaires, qu'on appelle aussi le théorème de bijection. Ici, l'idée, c'est que entre 2 et 3, je vois que g ici est compris entre 2 et 3, donc il ne vaut pas 0. Et par contre, là, il va de 3 à moins l'infini, et entre 3 et moins l'infini, à un moment, il va forcément passer par 0. Et le fameux alpha, eh bien, c'est la valeur pour laquelle ça vaut 0. Parce qu'ici, on nous disait une unique solution alpha sur 0 plus l'infini. Donc on va dire déjà que sur l'intervalle 0,1, donc 0 ouvert, parce qu'ici, en 0, c'est valeur interdite. Donc sur l'intervalle 0,1, donc g de x appartient à l'intervalle 2, 3, alors même 2 ouvert, puisque c'est qu'une limite. Donc g de x différent de 0. Ça appartient à l'intervalle 2, 3, et donc du coup, ça ne vaut pas 0. Par contre, sur l'intervalle 1 plus l'infini, je peux mettre 1 ouvert si je veux, ça revient au même, et bien là, il va falloir mettre les hypothèses du théorème de bijection, qu'on appelle aussi le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Il y a trois hypothèses, c'est que déjà, il faut que la fonction soit continue, parce que si je fais ça, par exemple, et que je saute, et bien là, je peux très bien passer de positif à négatif sans passer par 0, donc déjà, il faut que la fonction soit continue. Il faut ensuite que la fonction soit strictement croissante ou strictement décroissante. Alors le strictement, c'est parce que si ma fonction n'est pas strictement croissante, et donc elle fait ça par exemple, je vois que là je passe pas une unique fois, je passe plusieurs fois. Donc c'est pour ça qu'il faut que je sois strictement croissant ou strictement décroissant, et comme ça à chaque fois je ne passe qu'une seule fois par 0. Donc ça c'est la deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse, c'est qu'il faut aussi partir de quelque chose de positif et arriver à quelque chose de négatif. Et en effet, ici je pars de 3, je vais à moins l'infini, c'est bon. Parce que ici je pars de 2 et là j'arrive à 3, je pars de positif à positif, là l'hypothèse n'est pas vérifiée.
Donc on va dire que sur l'intervalle G est continue, ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est qu'elle est strictement croissante, je mets STT pour strictement, et je mets une flèche vers le haut pour dire strictement croissante, pour aller plus vite. Donc elle est continue et strictement croissante, ça c'est la deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse, c'est que G de 1 est égal à 3 qui est strictement positif, et alors non pas G de plus l'infini, mais la limite de G en plus l'infini est égale à moins l'infini qui est strictement négatif, et le 0 appartient bien à l'intervalle moins l'infini 3, c'est-à-dire à l'intervalle qui est là. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, donc ce que j'appelle le CTVI, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, je ne vais pas tout écrire pour gagner du temps, où on peut mettre le théorème d'objection, c'est la même chose, eh bien, l'équation g de x égale 0, alors c'est g de x égale 0, parce que ici j'ai parlé de 0, si j'avais parlé de 2, ça aurait été, par exemple, g de x égale 2. Donc l'équation g de x égale 0 admet une unique solution. Et donc, si l'équation g de x égale 0 admet une unique solution, bien évidemment, sur l'intervalle 1 plus l'infini, puisque là j'ai fait mon raisonnement sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc qui est le fameux alpha, et que, par contre, sur l'intervalle 0,1, il n'y a pas de solution, et bien j'ai bien montré qu'il y avait une unique solution sur l'intervalle 0 plus l'infini. Là, je ne vais pas l'écrire, mais pareil, on pourrait dire, hein, en conclusion, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'il y en a une seule ici, et là, il n'y en a pas. Maintenant qu'on a fait cette question, on va pouvoir faire la question d'après, qui est de trouver le signe de G. Alors ici, c'est simple, dans le sens où on va pouvoir réutiliser notre tableau de variation, et c'est là que c'est important d'avoir fait un tableau de variation correct, parce que ici on voit que la fonction part de 2, donc c'est positif, elle monte jusqu'à 3, donc ça va être positif, et ensuite elle va redescendre jusqu'à 0, donc là ça reste positif, entre 0 et 3, par contre après 0, ça va être négatif. Donc ça veut dire que si je fais cette fois-ci le tableau, non plus de variation, mais de signe de G, et bien je vois qu'au début je suis positif, 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 je reste positif. Ah, je suis positif jusqu'à alpha, où là ça vaut 0, donc ça c'est G. Et après alpha, donc de alpha plus l'infini, ben là par contre je suis négatif. Donc là je suis positif, et là je suis négatif. Donc ça, c'est tout bête. Alors, soit on le met directement, ça peut être accepté en justifiant en disant d'après le tableau de variation. Sinon, on peut justifier, là je vais le faire à l'oral, on dit que sur l'intervalle 0,1, eh bien g de x est compris entre 2 et 3, donc positif. Sur l'intervalle 1, alpha, c'est compris entre 0 et 3, donc c'est positif. Et par contre, sur alpha plus l'infini, eh bien on voit que c'est compris entre moins l'infini et 0, donc c'est négatif. Donc voilà une des méthodes de justifier ici le tableau de signes. Et ensuite, on nous demande de déterminer un encadrement de alpha à 10 puissance moins 2 près. Alors ça se fait à la calculatrice. Je vous ferai une vidéo spécifique justement pour résoudre ce genre de questions sur la calculatrice. Je vous mettrai le lien dans la description. Là, ce que je vais faire, c'est de mettre directement le résultat. L'idée, c'est que on va calculer G de 4,31. Alors ça, je ne l'ai pas pris au hasard, hein, bien sûr, je l'ai trouvé avec la calculatrice. Et je vois que ça fait à peu près 0,0134, alors que G de 4,32, lui, est environ égal à moins 0,001. Ça veut dire, graphiquement, que là, j'ai 1, qui est ici, donc là, je vaux 3. Okay. Ensuite, en alpha, je sais que ça fait 0, et moi, je cherche alpha, il vaut combien? Et bien, ce que je sais, c'est que en 4,31, là c'est 0,034, donc c'est-à-dire que je suis encore au-dessus, alors qu'en 4,32, c'est-à-dire ici, je suis négatif, donc je serai là. Et donc j'ai forcément ma courbe qui va passer par 0 entre les deux, puisque je passe de positif à négatif, et on a vu que quand je passe de positif à négatif, je passe forcément pas 0 et qu'une seule fois. Donc le alpha il est là, et donc il est entre 4,31 et 4,32. J'ai donc alpha qui est compris entre 4,31 et 4,32, qui est bien un encadrement à 10 puissance moins 2 près, puisque la différence entre 4,31 et 4,32, c'est 0,01, c'est-à-dire 10 puissance moins 2. Donc ça, c'est pour la première partie de l'exercice. Maintenant, pour la deuxième partie de l'exercice, il y a uniquement le tableau de signes de G qui va m'intéresser, c'est-à-dire ce tableau de signes-là. C'est pour ça que je vais garder celui-là, mais le reste, je ne vais pas le garder, parce qu'en fait, le reste servait uniquement à trouver le tableau de signes de G.
Donc cette fois-ci, sur la deuxième partie, on nous donne une autre fonction sur R plus étoile, donc toujours sur 0 ou R plus infini, définie par f de x est égal à ln de x sur 2 plus x. Et on nous demande tout d'abord de déterminer la dérivée qui est f'. Alors déjà, on peut vérifier que c'est bien défini dérivable sur R plus étoile, puisque ln de x est défini dérivable sur R plus étoile, 2 plus x aussi, et attention, 2 plus x s'annule en moins 2, donc il y a une valeur interdite, sauf que comme je suis sur R plus étoile, eh bien moins 2 n'est pas dedans. Donc, du coup, je suis bien dérivable sur R plus étoile. Et donc, on peut écrire que pour tout x appartenant justement à R plus étoile, c'est-à-dire 0 plus l'infini, eh bien, j'ai f' de x qui est égal à... Donc là, je sais que c'est une fraction, parce que là, j'ai un u sur v. Donc là, je vais par contre l'écrire, parce que c'est un petit peu plus compliqué. J'ai u qui est égal à ln de x, donc u' qui est égal à 1 sur x. J'ai v qui est égal au dénominateur, c'est-à-dire 2 plus x, et donc v', la dérivée de 2 plus x, c'est 1. Donc là, maintenant, je peux faire ma formule u'v moins v' sur v carré. V carré, je vais commencer tout de suite par ça, ça va être plus simple, ça va être 2 plus x au carré. Et au numérateur, j'ai u'v, alors u'v ça fait 2 plus x fois 1 sur x, donc ça fait 2 plus x finalement sur x, moins uv', c'est ln de x fois 1, ln de x fois 1, c'est-à-dire ln de x. Là maintenant, je vais mettre au même dénominateur, donc là ça fait 2 plus x moins x ln de x, le tout sur x, donc ça fait 2 plus x moins x ln de x, le tout sur x, et le tout divisé par 2 plus x au carré. Bien attention à mettre le égal au niveau du trait de fraction principale, c'est-à-dire celui-là, et non pas celui du dessus, c'est très très important. Et après, là maintenant, je peux repasser en dessous le x, et donc dire que c'est x fois 2 plus x au carré. Et qu'est-ce que j'ai au numérateur? J'ai 2 plus x moins x ln de x. Mais qu'est-ce que c'est 2 plus x moins x ln de x? Et bien, on remarque que comme par hasard, c'est g. Donc là, je vais mettre directement que c'est g de x, puisque, comme j'ai dit, le but c'est de faire apparaître la première fonction dans la deuxième partie, parce que sinon il n'y a pas de lien entre les deux parties. Et bien mon lien il est là, c'est que le signe, enfin f', en tout cas, s'exprime en fonction de g de x. Et donc le signe de f' va dépendre du signe de g. Donc petite remarque, j'ai dit c'est très important ici de mettre le trait de fraction au niveau du trait de fraction principal, le égal, parce que si je le mets ici, le trait de fraction, et bien à ce moment-là, le résultat serait totalement différent, puisque j'aurais ça divisé par x sur 2 plus x au carré, c'est-à-dire multiplié par 2 plus x au carré sur x, c'est-à-dire que mon 2 plus x au carré serait au numérateur plutôt qu'au dénominateur, donc ce qui est entièrement faux. Et donc c'est très très important de mettre le trait de fraction au niveau du égal, au niveau du égal, mais le trait de fraction principal, c'est-à-dire celui-là, c'est pour ça que je l'ai mis en plus grand aussi, alors que la petite fraction au-dessus, elle, le égal n'est pas à ce niveau-là. Une fois que j'ai trouvé le lien justement entre f' et g, eh bien je vais pouvoir facilement faire mon tableau de variation, puisque c'est ce qui est demandé après, le tableau de variation. Alors on peut montrer d'abord que f de alpha vaut 1 sur alpha, mais moi je vais d'abord faire le tableau de variation, parce que c'est la continuité de f'. Et donc le tableau de variation, tout simplement, je vais mettre une ligne pour chacun. Donc c'est-à-dire j'ai une ligne pour g de x, une ligne pour x, et une ligne pour 2 plus x au carré. Alors g de x, je sais que g de x, ici son signe il est là, donc je sais qu'il s'annule en alpha. X il s'annule qu'en 0, mais qui est valeur interdite, donc lui de toute façon il sera positif, parce que x est positif sur 0 plus l'infini. 2 plus x au carré c'est pareil, 5 1 carré c'est positif, et il s'annule uniquement en moins 2, mais sauf que moins 2 n'est pas dans 0 plus l'infini. Donc finalement il n'y a pas d'autre valeur pour laquelle ça s'annule, et donc finalement il n'y a que 0, alpha et plus l'infini. Ensuite pour g c'est facile, je sais que c'est plus à gauche, le alpha ici et le moins à droite. Le x on a dit que sur 0 plus infini, lui est toujours positif. Et le 2 plus x au carré, c'est pareil, c'est toujours positif parce que c'est un carré. Et donc je peux maintenant mettre le signe de f', qui est toujours valeur interdite ici. Plus, ça fait plus. Le 0, je le descends. Et plus, moins, ça fait moins. Et donc je peux en déduire les variations de f. Quand c'est plus, c'est croissant. Quand c'est moins, c'est décroissant. Donc voilà mon tableau de variation. Bien évidemment, il va falloir que je calcule les différentes limites, et donc, maintenant, le f' n'a plus d'intérêt, c'est puisque j'ai fait mon tableau. Alors, on va commencer par le alpha, parce que c'était ce qui était demandé dans la question 2. On nous demande de montrer que f de alpha est égal à 1 sur alpha. Alors, à quoi est égal f de alpha? F de alpha,
je sais que c'est égal, d'après la définition, je remplace le x par alpha, donc c'est égal à ln de alpha divisé par 2 plus alpha. Alors là, le souci, c'est que moi, je montrais à la fin que c'est 1 sur alpha, donc le ln de alpha, il m'embête un petit peu. Donc il va falloir que je reparte de la définition de alpha. Or, qu'est-ce qu'on sait que c'est alpha? Alpha, c'est l'unique solution de l'équation g de x égale 0. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement dire que g de alpha est égal à 0. Ça, c'est la définition de alpha, c'est l'unique solution de g de x égale 0, donc g de alpha égale 0. G de alpha, c'est ce qui est ici, donc ça veut dire que alpha plus 2 moins alpha ln de alpha est égal à 0. Et là, je vais tout simplement isoler le ln de alpha, qui est ici. Donc ça fait alpha plus 2 est égal à alpha ln de alpha. Et là, encore mieux, c'est que je vois que 2 plus alpha, alpha plus 2, c'est la même chose. Donc je peux diviser ici le alpha plus 2, le mettre en dessous. J'ai le droit, parce que alpha, on a vu qu'il était à peu près égal à 4, donc il n'est pas égal à moins 2, donc je peux diviser. Et pareil, le alpha, je vais le passer à gauche, puisqu'il n'est pas égal à 0. Donc à droite, il va me rester ln de alpha divisé par alpha plus 2. Et à gauche, j'ai le alpha qui passe en dessous, et donc ça fait 1 sur alpha. J'ai donc ln de alpha sur alpha plus 2 qui vaut 1 sur alpha, et c'est quoi ln de alpha sur alpha plus 2? Et bien c'est exactement f de alpha. Donc ça est égal à 1 sur alpha. Donc voilà, comme on le voit, c'était très simple, dans ce genre de question, il faut vraiment repartir de la définition de alpha, qui est g de alpha égale 0. Ou h de alpha, ou f de alpha, tout dépend. Mais ici, c'était g de alpha qui vaut 0. Et donc, f en alpha, on a vu que c'était 1 sur alpha. Donc là, je peux mettre 1 sur alpha. Maintenant, on va passer aux limites, en 0 et en plus l'infini. Donc là, je vais pouvoir effacer. Faisons la limite de f, tout d'abord, en 0. Si on fait la limite de f en 0, donc on a ln de x, ça fait ln de 0, donc ln de 0, on sait que ça fait moins l'infini. Ensuite, en dessous, 2 plus 0, bah, ça fait 2, et moins l'infini sur 2, ça fait moins l'infini. Donc là, c'est pas une forme déterminée, je peux l'écrire directement. Donc, on peut écrire que la limite de ln de x, quand x tend vers 0 plus, est égale à moins l'infini. La limite de 2 plus x en 0 plus, pareil, est égale à 2. Et donc, par quotient, je ne vais pas l'écrire, mais par quotient, la limite de ln de x sur 2 plus x, c'est moins l'infini sur 2, c'est-à-dire moins l'infini. Donc ça fait directement ici la limite qui vaut moins l'infini. Je ne l'écris pas parce que c'est évident, hein, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, en plus l'infini, là c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué puisque au numérateur, ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini, et en dessous, 2 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc j'ai plus l'infini sur plus l'infini, ça fait une forme indéterminée. Mais on va se dire, bah oui, mais comme tout à l'heure, c'est le x qui l'emporte sur le ln de x. Alors oui, tout à fait, c'est absolument vrai. Le problème, c'est que j'ai pas x, j'ai 2 plus x. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas faire la croissance comparée, parce que si au dénominateur j'ai 2 plus x, il faudrait qu'au numérateur j'ai ln de 2 plus x. Or, au numérateur, bah, j'ai ln seulement de x. Donc là, j'ai un petit problème. Donc à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit je factorise par x au dénominateur, c'est ce qu'on va faire. Soit, ce que j'aurais pu faire, je vous le montre rapidement, c'est de ne pas faire la limite de f, mais de faire la limite de l'inverse. C'est-à-dire, on fait la limite de 2 plus x sur ln de x. Et là, l'intérêt de faire ça, c'est que je peux séparer en disant que c'est 2 sur ln de x, plus x sur ln de x. Et là, ça fait 2 sur plus l'infini, ça fait 0. Et là, j'ai x sur ln de x, pareil, forme indéterminée, mais par croissance comparée, le x l'emporte, donc ça tendra vers plus l'infini. Donc là, ça me fait 0, là, ça me fait plus l'infini, et 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Mais attention, moi, c'est pas la limite de ça que je fais, mais c'est la limite de l'inverse. Donc à ce moment-là, on fait 1 sur plus l'infini, et 1 sur plus l'infini, ça ferait 0, par inverse. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est tout à fait possible de faire ça. Donc je vous laisse le rédiger si vous voulez. Deuxième possibilité, c'est que je vais transformer pour faire apparaître ce que je veux. C'est-à-dire qu'au dénominateur, je voulais pas 2 plus x, je voulais x, et pas c'est pas grave, je factorise par x en disant que c'est 2 sur x plus 1. Parce que si je développe, hein, ça va me faire 2 plus x, c'est exactement ce que je veux. Et là, je vais l'écrire différemment en disant que ça fait ln de x sur x fois 1 divisé par 2 sur x plus 1. Là maintenant je peux faire ma croissance comparée ici, ln de x sur x, donc ça par croissance comparée ça va faire 0, alors je ne vais pas le rédiger encore une fois hein, pour gagner du temps, parce que c'est comme tout à l'heure, donc par croissance comparée ça tend vers 0, puisque ln de x sur x ça fait du coup plus l'infini sur plus l'infini, mais le x l'emporte, donc c'est comme si j'avais 1 sur l'infini, ça fait 0. Là par contre c'est pas une forme déterminée, puisque 2 sur x ça fait 2 sur l'infini, ça fait 0, 0 plus 1 ça fait 1, et 1 sur 1 ça fait 1. Donc là, hein, cette partie-là, hop, de manière classique, sa limite tend vers 1. En tout
tout cas la limite, hein, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 1. Et donc, si ça tend vers 0 et ça tend vers 1, et ben le produit 0 fois 1 donne 0, et donc à la fin, je trouve ici que ça vaut 0. Là, je n'ai pas rédigé proprement, je l'ai dit à l'oral, mais c'est un peu comme tout à l'heure, hein, quand on avait fait la limite de g. On fait ça d'abord, puis on regroupe. Et donc là, j'ai mon tableau de variation complet, puisque je pars de moins l'infini, je monte à 1 sur alpha, qui est bien plus grand que moins l'infini, et qui est bien aussi plus grand que 0, puisqu'on a vu qu'alpha, c'est à peu près 4 et quelques, donc 1 sur alpha, c'est à peu près 2,5 et quelques, ou peut-être un petit peu moins, aux alentours de 2,5, mais en tout cas, c'est positif, et donc c'est bien plus grand que 0. Et donc, j'ai bien mon tableau de variation complet qui est ici. Et si on veut s'assurer de ça, hein, on peut très bien tracer la courbe de la fonction f et vérifier qu'on a bien cette forme-là. Donc voilà un petit peu pour ce genre d'exercice extrêmement classique que vous pouvez rencontrer très souvent lors de contrôle ou même au bac. Hein. Ça c'est vraiment les exercices types. Et donc comme ici on a beaucoup de fonctions ln, si jamais vous avez un contrôle prochainement sur la fonction ln, il y a de fortes chances que vous tombiez sur quelque chose qui va ressembler en tout cas à ça. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à regarder dans la description, j'ai mis d'autres vidéos sur la fonction ln et sur ce genre d'exercice. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.